Mali, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal font le bilan des activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'est à l'occasion de la 76e session du Conseil des ministres de l'OMVS. La rencontre qui se tient à Bamako devra être sanctionnée par des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. C'est parti pour Ogobanya, 9e édition. L'événement culturel est lancé cet après-midi par le Premier ministre. Cette année, le thème est axé sur la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. Ogobanya, c'est toute une semaine avec comme invité d'honneur la communauté bois. Défense des droits de l'homme, l'ORTM fait un gros plan ce soir sur le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. La structure a atteint sa vitesse de croisière courant 2023 grâce à la combativité et la ténacité de l'équipe dirigeante. Nyanya Loutraoré nous en parle dans cette édition. L'infertilité, c'est le sujet auquel s'intéresse Focus Santé. Certains couples font face à ce problème qui empêche la conception d'enfants. Maladie du système reproducteur masculin ou féminin, il faut souvent des analyses poussées pour situer la source de l'infertilité. Koumba Sissi a rencontré le professeur Idrissa Kariba Konaté, gynécologue obstétricien. Il nous édifiera plus. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue aux informations. 3 nouveaux diplomates s'apprêtent à rejoindre leur poste. Il s'agit des ambassadeurs du Mali, en République fédérale d'Allemagne, en Éthiopie et au Royaume du Maroc. Avant leur départ, ils ont été reçus ce matin à Koulouba par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ces diplomates étaient venus recueillir les orientations du chef de l'État pour mener à bien leur mission. Compte rendu, Mamadou Fani. Après leur nomination au poste d'ambassadeur du Mali en République fédérale d'Allemagne, en Éthiopie et au Royaume du Maroc, les 3 nouveaux ambassadeurs ont été reçus en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Premier à être reçu, c'est l'ambassadeur du Mali en Allemagne avec résidence à Berlin. Nous allons nous atteler, dans le cadre justement de notre mission, à essayer de dégager les voies et moyens pour rehausser justement le niveau de coopération qui existe entre l'Allemagne et le Mali dans le cadre justement d'une diplomatie de nouveau. Mali croix oblige. Avec 6 juridictions à sa charge, l'Éthiopie, la Somalie, le Djibouti, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, mais aussi l'Union africaine et d'autres organisations internationales, le nouvel ambassadeur du Mali en Éthiopie, avec résidence à Addis Abeba, aura la lourde responsabilité de renforcer la coopération entre ces pays et le Mali. Dans un premier temps, il s'agit de diplomatie, de coopération sur le plan bilatéral, mais aussi la juridiction d'Addis Abeba, comme vous le savez également, c'est aussi le multilatéral. Parce que l'ambassade couvre 4 organisations internationales, notamment l'Union africaine, la Commission des Nations unies pour l'Afrique, mais aussi à partir de Nairobi, le programme des Nations unies pour l'environnement et ONU Habitat. Donc c'est vous dire véritablement que nos efforts vont aller véritablement au renforcement de la coopération, non seulement avec ces pays, mais avec ces organisations internationales. Pour ce qui est du cas particulier de l'Union africaine maintenant, vous savez également que le pays est actuellement suspendu, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'ouvrir, aller vers les autres, aller au contact, défendre et expliquer la position du Mali afin de faire évoluer véritablement les points de vue. Plus de 60 accords de coopération lient notre pays au Royaume du Maroc. Le nouvel ambassadeur du Mali au Maroc, avec résidence à Rabat, s'attellera à les fructifier. Notre mission consistera à consolider tous ces acquis, à travailler en cela, jour et nuit, et aussi de voir comment on peut diversifier ces partenariats, notamment dans les domaines de l'économie, des finances, des investissements, du commerce. Ces 3 ambassadeurs qui vont rejoindre très prochainement leur poste ont tous promis d'œuvrer à rehausser l'image de notre pays et à défendre les 3 principes qui guident désormais les actions des autorités de la transition. Je l'annonçais dans le sommaire, les couleurs du festival culturel Ogobanya sont données cet après-midi. Il s'agit de la 9e édition, axée autour de la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. La communauté bois est l'invité d'honneur de ce rendez-vous culturel qui va durer une semaine. Alpha Maïga. Pour la 9e fois, en 9 ans, la culture Dogon se drape dans toutes ses couleurs, dans toute sa diversité.
Sur les berges du fleuve Niger, à la place du cinquantenaire en commune 3 du district de Bamako, la culture Dogon. Festival Ogobanya, 9e édition. Elle se tient dans un contexte où chaque Malien porte dans son cœur les forces armées maliennes. Je me réjouis que la présente édition se tienne au lendemain de la célébration de la fête de l'armée et de celle de la 2e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. Car qui parle de souveraineté parle d'abord de culture. Une rencontre qui est une matière transversale qui entretient des liens avec toutes les autres activités. Sa vitalité ne se repose pas sur une seule entité, mais sur le dynamisme de ses acteurs. L'objectif du festival Ogobanya, organisé depuis 2016 à Bamako par l'association Guina Dogon, se veut une réponse stratégique afin de préserver le patrimoine Dogon. D'où ce thème, la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. À travers ce thème, Guina Dogon s'engage également à soutenir résolument le processus de dialogue intermalien pour permettre aux Maliens de faire le diagnostic de ce qui ne va pas entre eux et de trouver ensemble leurs propres solutions sans aucune interférence extérieure. En dépit de toutes les difficultés d'ordre financier et sécuritaire, le festival Ogobanya tient toujours ses promesses, et ce, depuis maintenant 8 ans. Les partenaires techniques et financiers sont là pour accompagner le festival, mais aussi accompagner le Mali. Ensemble, nous voulons ouvrir à renforcer la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture. Comme vous l'avez perçu dans le programme, 3 soirées de cohésion sociale visent à renforcer le vivre ensemble entre différentes communautés, passant par la culture et le dialogue. Nous sommes ravis de contribuer à cette rencontre culturelle. Nous saluons le rôle crucial du festival dans la promotion de la cohésion sociale. C'était super. Moi, j'étais très impressionné. C'est vraiment fascinant de voir, surtout le moment où les masques sont sortis. C'est vraiment, ça fait très chaud au cœur. La République de Guinée est là aussi, dans son bruit de percussion culturelle. Invité d'honneur, un peuple magnifique, loyal, la communauté Bois. Parlons spécifiquement de la 9e édition du festival Ogobanya. Je voudrais d'abord vous inviter à prendre conscience du rôle fondamental que nos cultures et valeurs pourraient jouer dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. La communauté Dogon est fière de souligner que le festival Ogobanya est porté par une équipe de volontaires représentant fièrement la diversité ethnique du Mali, tout en contribuant à la paix, à l'unité sociale à travers la magie de la culture. Voilà, c'est donc parti pour Ogobanya, 9e édition. L'événement culturel est lancé cet après-midi par le Premier ministre. Nous vous proposons un extrait du discours du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Il est au micro de Alocénie Touré. Nous sommes ici, vous le savez bien, pour célébrer la très riche culture du peuple Dogon. Ce peuple d'Afrique occidentale qui a su développer et entretenir une culture authentique, une culture millénaire. Les Dogons constituent un groupe ethnique particulier au Mali. C'est l'un des rares groupes ethniques qui est cousin à tout le monde. Lorsqu'il y a même le désespoir ou l'incompréhension, ils font partie de ceux qui prennent les risques. On vient de nous rappeler, les Dogons sont allés jusqu'à Kidal
ils ont bravé les risques, la faim, la mort, le désert, ils sont allés pour parler. Ce festival doit être un festival de tous les Maliens, un festival qui répond à une réponse positive des hommes de culture de la République du Mali au présent appel du président de la transition, à la mise en place du dialogue intermalien, pour que les Maliens discutent de leurs problèmes, qu'ils trouvent les solutions, mais que des États ne viennent pas nous faire passer pour des sous-couverts, pour nous vassaliser. Nous ne serons le vassal d'aucun État. Nous serons des partenaires où nous allons nous assumer. Et les Dogons, les chemins qu'ils sont en train de montrer, c'est un chemin que nous devons tous suivre. C'est célébrer cette culture, c'est affirmer progressivement notre identité, c'est aussi l'ouvrir à tous à travers diverses formes d'expression, de favoriser ainsi le dialogue de cultures pour le vivre ensemble, chose dont nous avons plus besoin que jamais. Le pays Dogon, creusé d'une vieille civilisation, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobanya démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration de celui qui sait où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que je fais partie de ce monde-là, ces millions de Maliens qui rêvent d'aller vers des bons ports. L'occasion est agréable pour saluer très respectueusement et féliciter la communauté de Dogon et à travers elle, le peuple voyant Dogon, travailleur et fier, qui œuvre inlassablement pour la préservation de sa culture. Hors du Mali, le pays a participé au 19e sommet du mouvement des non-alignés et au 3e sommet du groupe 77 plus la Chine. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale tire le bilan de la participation malienne au micro de nos envoyés spéciaux à Kampala, Garibou, Pérou et Tchédja Camara. Le Mali est un des pays fondateurs du mouvement des non-alignés comme du groupe des 77 et nous devons toujours être présents pour pouvoir continuer à porter cet héritage qu'ont mis en place les pères fondateurs de cette organisation, fondée sur le respect de la souveraineté des pays, le respect aussi de certains principes cardinaux comme la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, l'égalité souveraine des États. Monsieur le ministre, un chapitre faisait cas du Mali. Qui s'est-il passé de façon concrète? Est-ce que vos éléments de réponse ont été entendus? J'allais dire tout simplement si votre voix a été audible, monsieur le ministre. Notre voix a été audible. Il s'agit d'un incident regrettable parce que nous sommes dans le mouvement des non-alignés qui a vocation à renforcer plutôt la solidarité entre États et mettre en place une approche de relations sud-sud équilibrée entre les États. Il est à déplorer qu'un chapitre complet a été proposé par un État qui n'a pas été identifié, en tout cas qui ne s'est pas identifié parce qu'aucun État n'a assumé la responsabilité d'avoir inséré ce paragraphe qui concerne la situation dans notre pays. Vous savez que le travail du mouvement des non-alignés est essentiellement coordonné à travers nos missions diplomatiques au niveau de New York. Donc notre mission diplomatique à New York n'a pas été associée également à ces échanges. Donc quand nous avons découvert au niveau des travaux des experts l'existence d'un texte consacré à notre pays, nous nous sommes interrogés, d'autant plus que ce texte n'est pas actualisé, est contraire aux intérêts du Mali, fait référence à des situations comme par exemple le régime des sanctions qui a été levé, un langage aussi par rapport à l'accord pour la paix qui ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui. Le gouvernement s'est insurgé contre des éléments qui sont contenus dans ce texte. Nous avons fait une contre-proposition avec des amendements et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale qui représentait le président de la transition au sommet des chefs d'État a aussi fait de même pour expliquer qu'aujourd'hui il est important que les questions qui concernent le Mali ne puissent pas être portées à ce niveau sans consultation du Mali. Et nos pays étant fondés sur la souveraineté, il est important que la souveraineté des pays soit respectée
Et comme il l'a si bien indiqué, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Je crois que le président Museveni était tout à fait d'accord avec les arguments que nous avons mis en avant. Et dans la conclusion, effectivement, il a tiré la conclusion que le rapport du sommet va bien consigner que l'État du Mali s'oppose à ce texte et n'est lié d'aucune manière à ce texte. Et il a aussi bien noté les préoccupations de notre chef de délégation qui a souhaité que le mouvement des non-alignés puisse aussi revoir ses méthodes de travail et faire en sorte qu'à l'avenir, chaque fois qu'il y a une préoccupation qui concerne un État membre, cet État membre soit consulté par écrit et que les textes soient partagés avec cet État membre et que cet État membre puisse donner son accord. Donc nous pensons qu'au finish, notre action ou notre vocation, c'est de faire en sorte que notre peuple, sa dignité puisse être respectée et préservée et que nous puissions porter justement cette voie du Mali pour plus de respectabilité de notre pays et notre engagement à changer les choses dans notre pays et que les autres populations autour de nous comprennent que personne n'aime notre pays mieux que nous-mêmes, personne n'a une meilleure solution au Mali, plus ou mieux que les Maliens, et qu'il était important plutôt d'écouter les Maliens, de les accompagner certes, mais de comprendre qu'ils ont ce génie, ils ont certainement l'intelligence et l'humilité de comprendre leurs propres problèmes et certainement d'identifier les solutions qu'il faut. Et la diplomatie malienne aujourd'hui, c'est ce message que nous essayons de porter aux uns et aux autres pour vraiment mieux nous comprendre sur la scène internationale. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental était ce matin à Sanakourouba et Dialakourouba. Il a visité le complexe industriel pour l'aliment volaille et l'engrais organique. Et cette unité industrielle produit plus de 3000 œufs par jour et emploie plus d'une centaine de personnes. Cette visite se tient à quelques semaines de l'ouverture de la 5e session de la 6e mandature du Conseil, dont le thème porte sur la souveraineté alimentaire. Nos envoyés spéciaux sont Awaditma Kamara et Aboubakar Traoré. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental troque son costume contre la blouse. Nous sommes bien loin des bureaux feutrés de la 8e institution. Bienvenue dans cette unité industrielle sise à Sanakourouba. Vous l'aurez compris, l'activité principale, c'est bien l'aviculture. La production journalière est plus de 3000 œufs par jour. Elle est bâtie sur 5 hectares. La consommation journalière est de 15 tonnes jour. À une dizaine de kilomètres se dressent 2 autres usines dans la commune de Dialakourouba. La première usine produit des engrais, la seconde est spécialisée dans l'élevage. Tout ceci reconforte le président Katilé. La visite aujourd'hui nous a vraiment révélé beaucoup de choses, à savoir que nous avons une chaîne et puis cette chaîne avec ses différents maillons, c'est un grand plaisir et c'est un grand tout pour le Mali. Mais malheureusement, ils ne sont pas vraiment connus comme tels au niveau national. C'est bon que cela soit vraiment connu et que beaucoup d'autres personnes dans d'autres domaines puissent vraiment les imiter. En ce qui concerne vraiment la souveraineté alimentaire et nutritionnelle soit une réalité. La laiterie et l'usine de production d'aliments bétail ont constitué la dernière étape de la visite, une démarche appréciée à plus d'un titre. Quel plaisir d'avoir dans ces locaux les représentants d'une institution comme le Conseil économique, social et culturel qui recueille toutes nos attentes. Pour nous, c'est de formuler l'espoir d'obtenir des recommandations fortes pour le gouvernement, surtout pour les cas de concurrence illégale, les concentrés pour les aliments. C'est Siabio seul qui les produit. Mais on est concurrencé par des produits venant de l'extérieur. Et l'occasion encore leur sera donnée davantage lors de la session du Conseil économique qu'ils s'expliquent bien, voir ce qu'ils ont comme difficultés, nous permettre vraiment de les identifier. Et à travers nos différents avis, saisir qui des doigts pour pouvoir vraiment exposer, proposer et donner des orientations. L'usine emploie une centaine de jeunes ruraux. Elle est ouverte depuis 5 ans.
Le but est de contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Bamako abrite depuis ce matin les travaux de la 76e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Au centre des débats, la vie de l'organisation et les projets communs. La session devrait être sanctionnée par des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. Reportage Mamari Kone. L'année 2023 aura été une année décisive dans la vie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les deux sommets des chefs d'État de l'organisation qui se sont tenus ont donné des orientations stratégiques salutaires et instauré une dynamique pour la réalisation des objectifs de développement. Ainsi, pour donner suite à ces sommets, nous avons pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre des orientations données, notamment en initiant les études pour l'intégration de la République de Guinée dans les sociétés du système OMVS, renforçant ainsi la coopération et le partage des ressources. Les termes de référence ont été transmis aux États pour les enrichir et les valider. Une des initiatives phares de nos chefs d'État et de gouvernement a été la Banque du Fleuve, une initiative ambitieuse visant à créer une banque multilatérale de développement pour soutenir efficacement le développement du bassin du fleuve Sénégal. Dans son mot de bienvenue aux différentes délégations, le représentant du gouvernement du Mali a rappelé le cadre d'orientation stratégique que les États membres se sont fixés pour un développement durable, solidaire et participatif du bassin partagé du fleuve Sénégal. L'OMVS devrait à ce titre intensifier la mise en œuvre des programmes en cours et ceux planifiés, en particulier accroître la production hydroélectrique pour d'une part créer un environnement favorable à une baisse des coûts de production par la recherche de financements adaptés à la construction de centrales hydroélectriques de seconde génération et d'autre part accélérer la réalisation du projet de navigation. La présidente du Conseil des ministres s'est réjouie des nombreuses avancées obtenues en 2023 par l'organisation, surtout en matière d'énergie. Le secteur de l'énergie est sans nul doute celui qui a connu le plus d'avancées en 2023 avec la mise en service de la ligne Kaï-Tambacounda reliée au réseau de l'UMVG, la reprise des travaux de la ligne Manantali-Bamako suite à la levée de la subvention de décaissement par l'AFD et l'approbation du financement partiel de la ligne Kaï-Yelimane-Kifa-Ayoun par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires stratégiques de l'organisation. L'année 2023 a également été marquée par la poursuite des actions de recherche de financement en faveur des projets d'aménagement structurant du Koukountamba en Guinée et de Gourbassi au Mali. Cependant, j'attire votre attention que le Mali traverse aujourd'hui une crise énergétique sans précédent, situation qui mérite un soutien des États de l'OMVS dans le cadre de la solidarité entre nos États, principe gouvernant notre organisation. La présidente du Conseil des ministres qui salue la réalisation d'aménagements hydro-agricoles et d'équipements de transformation des produits agricoles invite toutefois le Conseil à accorder une attention particulière au volet navigation de l'organisation. Vous en conviendrez avec moi que les piliers manquants de l'exécution de nos missions depuis 1972 reste sans nul doute la navigation, la seule activité qui n'a pas encore connu de concrétisation, malgré les différentes études menées de cette date à nos jours et les engagements des partenaires à de multiples reprises. Aussi, la stratégie de navigation rapide proposée par la SOGENAV tarde à démarrer en raison des lenteurs dans la mobilisation des quotes-parts de financement par nos États. C'est pourquoi il me semble opportun d'approfondir la réflexion sur cette stratégie avec des options d'accès rapide à la mer basées sur des financements soutenables par nos pays et aussi d'examiner les approches y afférentes. Sont attendues de cette session des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est un outil fondamental d'intégration entre la Guinée, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. À présent, zoom sur l'une des structures de défense des droits de l'homme. Il s'agit du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Les citoyens maliens est au cœur de ce dispositif de sensibilisation et de répression des attaques dans le cyberespace. Le pôle a atteint sa vitesse de croisière courant 2023 avec la combativité et la ténacité de l'équipe dirigeante. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Nyanya Alou Traoré.
À la rencontre du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, l'homme que vous voyez est le docteur Adama Coulibaly, procureur du pôle, le responsable des lieux fraîchement installé dans ses fonctions. Le pôle il existe depuis 2022, mais il se trouve qu'avant l'existence de ce pôle, il y avait déjà une loi sur la cybercriminalité qui date de 2019. À la suite des états généraux où les citoyens ont demandé à ce que ce pôle soit créé de nature à faire face à la délinquance sur le cyberespace. C'est vrai que nous travaillons sur des questions, des sujets qui intéressent, j'allais dire, tous ces acteurs du cyberespace. Et donc, oui, ça ne nous surprend pas forcément que nos procédures se retrouvent à la une de l'actualité, mais bon, on reste stoïque et zen. On est là pour une mission et on va l'accomplir. C'est une armada de dispositifs que le procureur utilise pour protéger les Maliens de tous bords contre les abus sur Internet. Nous sommes au Mali, on a des valeurs, on a des coutumes, on a des us, et certaines choses ne sont pas admissibles chez nous. Peut-être même ailleurs également, on a des valeurs universelles. Et donc le tout, c'est en tout cas d'aller vers, si on peut appeler ça comme tel, la politique pénale du gouvernement, la ligne directrice tracée par les plus hautes autorités du pays. Donc non seulement protéger le cyberespace malien de tout ce qui peut être criminalité, qui peut avoir accès ou en tout cas avoir des impacts sur cet environnement-là, mais également, je le dis très souvent, nous ne sommes pas que dans la répression, il s'agit également de sensibiliser, d'éduquer, d'expliquer aux gens les limites à ne pas franchir. Au pôle, ce ne sont pas les dossiers qui manquent, apprend-on, et tout est traité au cas par cas. La réforme qui nous a créé, c'est-à-dire une réforme du Code de procédure pénale qui date de 2022, met à la charge, en tout cas exclusivement du pôle de lutte contre la cybercriminalité, toutes les infractions sur le cyberespace qui ont lieu ou en tout cas qui sont opérées au Mali, mais également de manière transnationale, c'est-à-dire les infractions qui sont commises à l'étranger dont les effets peuvent se ressentir sur le territoire malien. Alors, à côté de cela, nous avons les infractions qui sont prévues par les articles 264 à 271 du Code pénal, qui sont relatifs aux infractions informatiques. On a la loi sur les données à caractère personnel. On a la loi sur les échanges et services électroniques, donc tout ce qui est contrat à distance, signature électronique, certification et autres. On a la loi sur la cryptologie, c'est-à-dire les systèmes mathématiques de chiffrement, des codes d'accès, les cartes bancaires et tout ce qui s'ensuit. On a également l'ordonnance sur l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, la loi 0046 sur le régime de presse et le délit de presse également. Et donc, comme pour dire que la cybercriminalité, en tout cas les activités du pôle, ne se résument pas uniquement à la loi sur la cybercriminalité qui date de 2019. À notre passage, nous sommes tombés sur ce monsieur qui a voulu garder l'anonymat. On le prénommera Niamantou. Je suis en porte-à-faux avec une personne qui, sur le long terme, a fini par me manquer déjà de respect. Tout ça s'est fait via les réseaux sociaux en réalité. Il y a les messages audio, il y a les messages écrits, mais l'avantage est que non seulement les audios sont pris en compte, et les écrits aussi sont aussi pris en compte, tant que c'est justifié. Je me suis dit qu'il fallait vraiment remédier à ça, à ce genre de problème par la justice, et d'où mon arrivée aujourd'hui au pôle de lutte contre la cybercriminalité. On a des peines de contravention, on a des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois jusqu'à la peine à perpétuité ou même à des peines de 20 ans de réclusion criminelle. On a des peines d'amende qui peuvent aller de quelques milliers de francs à plusieurs dizaines de millions de francs CFA, le tout en relation avec la gravité de l'infraction. Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, doté désormais d'un siège, affiche la volonté des autorités de la transition de faire du combat de la cybercriminalité un des piliers du Malikoura. On le dit, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc l'État cherche à garantir les libertés fondamentales des citoyens, la liberté d'expression, d'association, d'opinion. Mais il serait bien que chacun comprenne aussi que cette liberté, elle n'est pas absolue, elle n'est pas totale, ce n'est pas un blanc-seing donné de nature à pouvoir tout, mais absolument tout dire, de nature même à pouvoir porter atteinte à l'honneur et à la dignité de son concitoyen ou de nature à pouvoir
j'allais dire, porter atteinte à l'État, à la chose publique qui est sacrée par extraordinaire. De juillet 2023 à aujourd'hui, sur les 232 plaintes enregistrées, 28 dossiers ont été jugés par le pôle et 14 sont en instruction. Beaucoup reste à faire dans le domaine et le chantier est immense, reconnaît le procureur. Mais il reste convaincu que malgré les écueils, c'est la loi qui primera toujours. Le programme d'appui à la justice au Mali, en cours depuis 3 ans, arrive à son terme. Les administrateurs procèdent à une évaluation des activités menées. C'est à la faveur de la dernière session du comité de pilotage du programme. Reportage Sokona Kamisoko. La seconde phase du programme d'appui à la justice au Mali arrive à sa fin. À cette occasion, les administrateurs se réunissent pour la dernière fois pour faire le bilan de 3 années d'activité. Cette deuxième phase qui s'achève, d'importantes réalisations ont été effectuées au niveau des 2 composantes du projet qui devraient fortement contribuer au relèvement du niveau de performance des services judiciaires et de la qualité de prestations aux justiciables par les acteurs judiciaires. La liste n'est pas exhaustive. Une note d'espoir qui illustre à suffisance le relèvement du niveau de performance des services judiciaires en dépit de certaines difficultés constatées dans la mise en œuvre du programme. Cette session intervient à un moment où le programme s'achemine vers sa fin. Pour la réalisation de ces objectifs stratégiques, le maintien de la dynamique s'avère une nécessité. Le projet arrive donc à sa fin avec 100% du budget mobilisé, consommé et 95% des activités prévues réalisées. Formation, assistance technique, achat, aménagement, convention avec les organisations de la société civile et voyage d'études. Au nom de M. le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, je signifie ma profonde gratitude à la délégation de l'Union européenne pour l'important appui financier et à toute l'équipe de mise en œuvre du projet. C'est en premier lieu un projet qui s'inscrit dans la continuité d'un dialogue et d'une coopération ancienne entre le Mali et l'Union européenne en faveur de la justice, puisque nous sommes ensemble depuis 2011. C'est ensuite un projet dont l'ambition est de répondre aux besoins des populations maliennes, avec pour objectif général le renforcement de l'état de droit et le rétablissement du lien de confiance avec les justiciables. Voilà pourquoi les participants à cette session devront procéder à un examen minutieux des documents soumis. À titre de rappel, cette seconde phase du programme d'appui à la justice au Mali, PAGM2, a été financée par l'Union européenne à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans. Actualité des FAMA, une frappe effectuée à 5 km au sud-ouest de l'Abezanga. Bilan, une dizaine de terroristes tués. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Sur la base de renseignements, les vecteurs aériens ont surpris des terroristes réunis sous un arbre à 5 km au sud-ouest de l'Abezanga. Pendant que cette réunion aux objectifs funestes suivait son cours, le vecteur aérien lance la décharge électrique sur les ennemis de la paix, servant encore de leçon à ceux qui font la sourde oreille. Une dizaine d'ennemis est neutralisée avec professionnalisme. Les opérations de ratissage continuent dans la zone. Toujours à l'intérieur du pays, au lendemain de la fête de l'armée malienne, l'usine M3 vient de faire une importante donation aux veuves des forces de défense et de sécurité. Au total, 400 bénéficiaires reçoivent des vivres pour une valeur d'environ 47 millions de francs CFA. Les détails avec Ramata Konaté et Issaba. L'opérateur économique Modibo Keïta apporte une lueur d'espoir à 400 veuves des forces de défense et de sécurité et démunies de ses goûts. Chacun de ces bénéficiaires reçoit un kit composé d'un sac de riz, un sac de sucre, un bidon d'huile de 20 litres, du couscous, du macaroni, de la farine de mil et de maïs, plus les frais de transport.
C'est une œuvre de bienfaisance de l'entreprise Moulin Moderne du Mali. Merci à l'usine M3 pour ces grands apports qui nous réconfortent beaucoup et va nous aider dans notre quotidien. Ce qui m'anime, c'est un sentiment de fierté, de reconnaissance à l'endroit du PDG du groupe GDCM, à la personne de M. Modibo Keïta, qui a bien voulu lancer ce élan de solidarité en faveur de nos veuves. Cet acte de solidarité va soulager le quotidien de nos braves dames qui ont perdu leur époux sur le champ de bataille en défendant la mère patrie. La valeur de cette donation est estimée à environ 47 millions de francs CFA. Notre base, c'est ici à Ségou, donc c'est normal de faire ce don. Et aussi, c'est une manière d'exprimer notre reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis. Ces forces méritent même plus que ça. Le donateur, nous ne pouvons que le remercier, qui n'est pas sa première fois. Et c'est un réel bonheur de savoir que des citoyens emboîtent le pas à l'État malien en faveur des populations et en particulier en faveur, n'est-ce pas, des plus démunis. Et surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, les veuves de nos militaires tombés sur le champ d'honneur. Ce don de l'usine M3 aux veuves des militaires et paramilitaires s'inscrit aussi dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ici à Bamako, le parti Rassemblement démocratique africain, dans la mouvance de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée, a organisé une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des pères fondateurs de l'armée malienne. Les détails avec Youssouf Diakiti. Le Rassemblement démocratique africain RDA Mali célèbre l'armée malienne, que des témoignages, d'éloges et de reconnaissance à l'endroit des forces de défense depuis les indépendances jusqu'à nos jours, c'est-à-dire ce 20 janvier 2024, 63 ans après sa création. Vendredi 20 janvier 1961, samedi 20 janvier 2024, 63 ans déjà, commémorer pour nous au RDA Mali a le sens de rappeler le souvenir d'un événement majeur national, hier comme aujourd'hui, en gardant toujours à l'esprit les sages conseils du président Modibo Keïta. Le Mali reste prudent et vigilant. L'occasion était bonne pour reconnaître les sacrifices consentis par les pères fondateurs de l'armée à travers des diplômes de reconnaissance remis ici aux familles des récipiendaires. C'est un sentiment très fort en ce jour solennel du 20 janvier. Je sais, mon père y tenait, combien mon père y tenait, ce qu'il a fait dans cette armée, et que le RDA ait choisi effectivement ce jour pour rendre hommage à tous ces militaires qui se sont battus pour la cause nationale, qui ont défendu le territoire national, qui ont bâti cette armée, et qu'on leur rende hommage en ce jour. Alors donc c'est un honneur. Fondé en 1946 à Bamako, le Rassemblement démocratique africain a participé à toutes les étapes de la construction nationale, notamment la mise en route de l'armée nationale, aujourd'hui force de défense et de sécurité. La République du Mali a acquis sa souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960, sous la clairvoyance des responsables de l'Union soudanaise RDA. Cette souveraineté politique acquise, la République du Mali a officiellement été admise comme membre de l'Organisation des Nations Unies. L'Union soudanaise RDA a continué l'œuvre de consolidation de la souveraineté nationale en prenant plusieurs grandes décisions historiques, parmi lesquelles la création d'une armée nationale. Tous les intervenants au pupitre ont tour à tour salué les efforts consentis par les autorités de la transition, notamment la reprise de Kidal par les Famas, et ont par la même occasion réaffirmé leur soutien à la transition. Journée nationale de la souveraineté retrouvée, les communautés maliennes établies au Canada et au Nigeria ne sont pas restées en marge de la célébration. Au Canada, une cérémonie solennelle s'est tenue et au Nigeria, une conférence de bas organisée. Le point avec Hawa, Adama Koulibaly et Amadou Sankari. À l'intervalle de 6 jours, de Kai à Kidal, la souveraineté retrouvée et la fête de l'armée ont été célébrées par les Maliens.
Ceux établis au Canada n'ont pas fait économie de leur temps pour manifester leur joie, fierté, satisfaction et reconnaissance à leur pays. Nous sommes réunis pour célébrer des moments exceptionnels. La reconquête des villes comme Ber, Kidal, Aguelhok et Tissalit. La commémoration de la journée du 14 janvier et enfin la commémoration de la journée du 20 janvier ou la fête de l'armée malienne. Que ces célébrations soient les reflets de nos acquis et une source d'inspiration pour les défis à venir. Après une présence effective des vaillants FAMA sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui, le défi pour la sécurité des personnes et de leurs biens reste une préoccupation majeure que vous avez à cœur, nous en sommes convaincus. Cette flamme rallumée, selon l'ambassadeur, est un flambeau qui doit être transmis de génération en génération avec une éducation civique et patriotique pour maintenir le Mali souverain. La souveraineté retrouvée existera tant qu'il existera quelqu'un pour vous la porter, pour refuser la soumission de la nation à autre. La souveraineté ne se partage pas, ne se divise pas. Elle repose sur une bonne organisation cohérente. La diplomatie l'exprime, l'armée la défend et la soutient, la police la couvre. La communauté malienne au Canada, présente à la Maison du peuple d'Ottawa, a rassuré et réaffirmé son accompagnement aux autorités pour le Mali Koura en marche. C'est autour du thème « Recouvrement de l'intégrité territoriale et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire » que les échanges ont porté entre le conférencier M. Sibiri Sanou et les participants. Dans sa présentation, le conférencier a tenu à rappeler tout d'abord que le choix du thème de la conférence se justifie en ce que la reprise de Kidal le 14 novembre dernier par les forces armées maliennes après plus d'une décennie, confère à la journée nationale de la souveraineté retrouvée tout son sens. D'autant plus que depuis cette date, l'autorité de l'État est restaurée sur l'ensemble du territoire. M. Sanou de poursuivre que la mission de refondation de l'État, centrée sur l'homme malien, conduite par la transition, commence à porter ses fruits. Cette œuvre de formation des citoyens à travers la valorisation de notre patrimoine culturel, la promotion et la culture du respect des symboles de l'État, ainsi que la défense de la patrie, constituent selon lui des valeurs primordiales pour le rayonnement du Mali. À l'issue de cette journée d'échange, les participants saluent les efforts en cours pour la pleine souveraineté de notre pays. Le caractère symbolique de cette journée, c'est très fort. Il faut reconnaître qu'on peut toujours avoir des réserves, mais le combat pour que le Mali soit respecté, à la fois par les États tiers que par les organisations internationales, dont la CEDEAO où je travaille, c'est un combat qui a réussi. Je ne suis pas surpris de la mobilisation que je vois aujourd'hui. Comme toujours, les Maliens au Nigeria ont été toujours très patriotes quand il s'agit de la patrie, quand il s'agit de la nation, ils sont toujours là. Auparavant, le personnel de l'ambassade et la communauté malienne d'Abuja, en rang serré, ont pris part à la montée des couleurs nationales. Retour au Mali et direction la 8e région. Ouverture ce matin des journées d'échange et de concertation des forces vives de Kidal pour le retour de la paix, la réconciliation, le dialogue intermalien, et le vivre ensemble et la relance des activités socio-économiques. Ouverture Kidal, Idrissa Djibrila Maïga. Depuis 2012, le Mali est secoué par une crise multidimensionnelle sans précédent. Cette situation a commencé au nord du pays et s'est installée au centre. C'est dans ce cadre que les journées d'échange et de concertation se justifient. Il m'est très agréable de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle afin de prendre part aux journées d'échange et de concertation autour de la paix, de la réconciliation, du dialogue, du vivre ensemble et autour de la relance économique dans notre région. Après la reprise de Kidal le 14 novembre 2023, il est donc normal d'initier
cette rencontre est de discuter avec les forces vives de la région. C'est donc dans le souci de la recherche quotidienne des voies et moyens de sortie de crise et de préservation du vivre ensemble et de la cohésion sociale, chère à la nation malienne, que les fils et les filles du Mali sont résolument engagés pour préserver l'héritage commun, malheureusement, très souvent au prix du sacrifice ultime. Fin des 2 jours d'intenses travaux, des recommandations fortes sont attendues pour inverser la tendance. À Kita, tenue de la 13e session du conseil d'administration de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, ADRS. Le budget prévisionnel de l'agence est de plus de 2,5 milliards de francs CFA en 2024. Au 20e Kita, Mahamadi Alioubari. Au cours de cette 13e session du conseil d'administration, les délégués venus des régions de Kaï, Kita et Bamako passent en revue le procès verbal de la session précédente, le point d'exécution des recommandations ainsi que le rapport annuel de performance 2023 et les perspectives pour 2024. Nous pouvons dire que le bilan cette année est positif, malgré toutes les difficultés et les retards constatés dans la mise en œuvre de certains grands projets, notamment le projet PEDRIC 2 et le projet Peugeot 2. Nous avons pu aujourd'hui réaliser avec brio l'ensemble des aménagements. De façon générale, il y a quand même 5 grandes activités composées de 36 sous-activités qui ont été réalisées à 100%. Et nos préoccupations ont été prises en compte, notamment la réalisation du pont sur la rivière Darumé pour 1,5 milliard de francs CFA, complètement achevé. La réalisation également de 1475 hectares aménagés ou réhabilités, notamment dans la région de Kaï, mais aussi pour la région spécifique de Kita. Nous avions parlé d'un projet qui est un tout nouveau projet sur l'amélioration de la sécurité alimentaire, notamment par l'irrigation de proximité dans le centre nord de Kita, dans la région du Karta, qui est bien avancé pour 19,68 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA. Le budget prévisionnel de l'Agence pour le développement rural de la vallée du fleuve Sénégal pour 2023 se chiffre en recettes et en dépenses à 5 milliards 842 453 128 francs CFA contre 2 milliards 659 582 000 francs CFA en 2024. Dans le cadre de l'amélioration de la production et de la productivité agricole, 18 213 tonnes, dont 12 117 tonnes de céréales et 6 096 tonnes de produits maraîchers ont été produites, soit un taux de réalisation de 95% des prévisions. Dans la région de Kita et de Kaï, l'ADRS contribue à la production agricole, la protection de l'environnement, aussi bien que l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Inauguration à Kaï d'un espace vert situé au bord du fleuve Sénégal et de 2 forages. Ces réalisations sont faites par l'association Solidarité Kaï-Yiriwa, le compte-rendu de Kabadiara. Le développement, pour qu'il soit durable, doit être porté par les populations locales elles-mêmes. C'est dans cette optique que les membres de l'association Solidarité Kaï-Yiriwa, ASKI, dans un élan de solidarité, ont réalisé des forages afin que les populations des quartiers de Lafiaboukou, Suide et de Kaindi puissent avoir de l'eau potable permanemment. Puis ils ont aménagé la berge du fleuve Sénégal à quelques encablures du pont. Nous pouvons dire que notre PTA a été exécuté à 100%. Ces ouvrages sont mis à la disposition des autorités régionales et locales pour servir l'ensemble des populations sans aucune distinction. L'association est aujourd'hui très comblée, très fière avec la réalisation des forages et puis l'aménagement de la berge. 90% a été mobilisé par notre président. Cette belle initiative de l'association Solidarité Kaï-Yiriwa a été saluée par le chef de l'exécutif régional. On ne doit pas tout attendre de l'État, on ne doit pas tout attendre des collectivités. Les ressortissants de la région doivent aussi contribuer au développement de la région. Et je crois que c'est la meilleure façon, le fait de se mettre ensemble, le peu que vous avez associé au peu des autres, vous pouvez faire beaucoup de choses. Notons que cette jeune association arrive à fonctionner sur fonds propres. Première édition de la Journée nationale de mémorisation du Saint-Coran. C'était hier à Bamako. Il s'agit d'une compétition de lecture du livre saint initiée par l'Union des écoles et centres de mémorisation du Coran. Toutes les régions du pays étaient présentes ainsi que des délégations sous-régionales d'Ossé Baba Diarra.
Aboubakar Mohamed Haïdara est le lauréat de la première édition de la Journée nationale de mémorisation du Saint-Coran. Âgé de 15 ans, il est élève au centre Hakoul Quran de Bamako. L'objectif pour les organisateurs, c'est de faire apprendre le Coran à plus d'1 million de personnes à travers le pays d'ici 2050. L'objectif principal de cet événement, c'est pour encourager les élèves qui sont dans les centres de mémorisation du Saint-Coran et c'est pour montrer les efforts des centres à la communauté malienne et à la communauté internationale. Car notre chère patrie est connue par la lecture du Coran depuis les temps de l'Empire du Ghana et l'Empire du Mali et de l'Empire du Songhai. De nos jours, le Mali compte plus de 370 écoles et centres de mémorisation du Saint-Coran et plus de 3000 élèves, filles et garçons, tous âges confondus, qui ont déjà mémorisé le Coran à travers ces écoles. On a fait une réunion pour partager le travail entre nous. On était 3 groupes. Le premier groupe proposait les questions. Ça c'était de ma part, comme le président des membres du jury. Deuxième partie, pour contrôler la mémorisation du Saint-Coran. Troisième partie, elle était pour contrôler ce qu'on a dit à Tajwid, les règles de la lecture. La journée nationale du Coran tout court, c'est une journée de rassemblement, une journée de l'union entre tous les fils et toutes les filles de notre pays. C'est une journée qui nous interpelle tous en tant que croyants pour dire qu'on doit être toujours unis autour de l'essentiel qui est le Mali, qui est notre pays. Pour récompenser les candidats, les 3 premiers ont reçu chacun un véhicule Toyota tout neuf, les 2 derniers d'un billet pour participer à la Umrah et beaucoup d'autres cadeaux pour les 5 finalistes. Je l'ai annoncé dans le sommaire, Focus Santé s'intéresse ce soir à l'infertilité. Le problème est fréquent chez les couples et beaucoup de facteurs peuvent empêcher la conception d'un enfant. Maladie du système reproducteur masculin ou féminin, il faut souvent des analyses poussées pour situer la source de l'infertilité. Pour savoir tout sur les problèmes d'infertilité, Koumba Sissé et Adama Kamara ont rencontré le professeur Drissa Kariba Konati. Il est gynécologue obstétricien. Suivant. Les problèmes liés à la conception d'un enfant dans un couple sont nombreux. Les infections génitales féminines et masculines, l'irrégularité du cycle et même l'azospermie peuvent être à l'origine de l'infertilité. C'est chez la femme que les infections causent vraiment des soucis de fertilité. Il y a les infections à chlamydia, il y a les infections à mycoplasme. Il y a également d'autres infections comme les gonorrhées, les gardnerella vaginalis et autres. Au niveau de l'éjaculation, il y a 2 problèmes. Il y a un premier problème qui est situé au niveau de la production même des spermatozoïdes. C'est des gens chez qui le spermatozoïde n'est pas produit. Donc, dans le sperme, il y a le liquide, mais l'élément même essentiel pour la fécondité, le spermatozoïde n'existe pas. Le second cas, c'est les problèmes d'évacuation, c'est-à-dire le conduit qui amène le sperme au dehors. Souvent, c'est à ce niveau que c'est bouché suite à des infections sévères causant des inflammations et des obturations. En plus des infections, le fibrome utérin peut aussi provoquer l'infertilité chez la femme. Il y a un groupe de fibromes qu'il faut traiter parce qu'ils peuvent être effectivement responsables d'infertilité. Ça, c'est les fibromes qui sont situés à l'intérieur de l'utérus, qui sont intracavitaires ou bien qui sont sous-muqueux, donc ils sont vraiment en interne. Pour remédier au problème, le diagnostic des causes de l'infertilité est primordial. Tout commence effectivement par l'examen de la femme, chez qui on va rechercher des infections. On va pousser pour faire un bilan hormonal, regarder si au niveau de la production des hormones, il n'y a pas de soucis. Voir si la femme elle a un cycle régulier. Ensuite, se suivra l'examen de l'organe génital féminin, à savoir le col, l'endomètre, les trompes et les ovaires. Chez l'homme, on fait le spermogramme pour regarder est-ce que la quantité des spermatozoïdes, la valeur est normale.
Voilà, est-ce que les spermatozoïdes sont bien mobiles? Est-ce que leur forme est normale, est typique ou atypique? Une fois le problème connu, le traitement s'ensuit. Voilà, une fois qu'on a fait l'antibiogramme, voilà, le traitement adapté donné, généralement l'infection, on en arrive à guérir cette infection. En plus de l'antibiotique, il y a également des anti-inflammatoires qu'on donne. Les infections peuvent également provoquer des obstructions au niveau des trompes. Voilà, donc peuvent boucher les trompes. Voilà, donc ça, voilà, souvent on utilise des méthodes de cathétérisme pour déboucher les trompes. Dans certains cas, si le traitement médicamenteux n'a pas été efficace, le dernier recours, c'est l'insémination. Généralement, on va vers l'insémination quand on a essayé la méthode naturelle sans avoir de résultats probants. Voilà, donc c'est en ce moment qu'on va vers l'insémination. Donc l'insémination va consister à prendre le spermatozoïde, préparer au laboratoire et de l'injecter dans l'utérus. Alors, ceux qui sont dans des cas similaires, la recherche de la cause est très importante. Elle permet d'établir le diagnostic et de prescrire le traitement à suivre. Voilà, le RTM vous remercie de votre fidélité. C'est tout pour ce journal. Retrouvez demain à 13h Abdul Karim Kaba. Moi, je vous dis à demain, Inch'Allah, après le match Mauritanie-Algérie. Bonsoir.